L'heure qu'il est, les horloges, la mesure du temps et la formation du monde moderne, un livre de David Lenz, traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat et Louis Évrard, édition des Belles Lettres, 2017. Je sais ce qu'est le temps, disait saint Augustin, mais si l'on me demande ce que c'est, je ne peux pas le dire. Depuis, les choses n'ont guère changé. L'homme, ou la femme, ordinaire, croit savoir ce qu'est le temps, mais ne peut le dire. L'homme instruit, physicien ou philosophe, n'est pas sûr de le savoir, mais il écrira volontiers des volumes sur le temps, sujet de sa spéculation et de son ignorance. L'homme ordinaire s'en soucie fort peu. Pour lui, ce qui compte, c'est de pouvoir mesurer le temps. S'il appartient à une société rurale, comme les habitants de cette planète dans leur immense majorité, ce sont les événements naturels qui divisent son temps. Le point du jour, le lever du soleil, le plein midi, le coucher du soleil, la tombée de la nuit. Il n'a que faire de divisions plus exactes, car ce sont là les événements qui marquent les étapes de sa routine, éveil, travail, repas, sommeil. Les tâches se succèdent et emplissent toute la journée. À la nuit close, quand les animaux sont au poulailler ou à l'étable, il prend avec sa famille le repas du soir et se met au lit bien fatigué. Le matin suivant, au chant des oiseaux et au cri de la volaille, il ouvrira les yeux sur une nouvelle journée. Les citadins, eux, se servent des horloges pour mesurer le temps. Il n'y a pas d'animaux pour les réveiller, il faut une sonnerie. Pour assigner des termes à leurs activités, il y a des points sur une ligne abstraite et continue, ce sont les heures et les minutes. Ils vont en classe ou au travail, disons à 9 heures, et ils tâchent d'y être à l'heure. Ils ont des rendez-vous auxquels il faut se trouver à point, et qui sont fixés par des points sur l'échelle du temps. Représentons-nous une gare de triage d'une extrême complexité à la circulation inégalement dense, mais avec de fréquentes pointes de trafic, avec des déplacements et des aiguillages, des convois en tous sens. Seulement, au lieu de trains manœuvrés du dehors, nous avons des personnes, qui sont parfois pilotées, mais qui le plus souvent se pilotent toutes seules. Tel est le monde de l'interaction sociale et personnelle, et il ne fonctionne que grâce à un langage commun appris par tous ses éléments composants. Ce langage est celui de la mesure du temps. Sans ce langage, et sans accès général à des renseignements temporels précis, la vie urbaine, et donc la civilisation telle que nous la connaissons, serait inconcevable. À peu près tout ce que nous faisons tient de quelque manière à l'aller et venue, à la rencontre et séparation. L'information, bien entendu, ne suffit pas. Il faut qu'à cette connaissance du temps se joigne l'obéissance, intériorisée si possible. C'est là ce que les spécialistes des sciences humaines appellent une discipline du temps. En effet, les indications temporelles sont des commandes. La bonne réaction à ces signaux est imprimée en nous et nous les négligeons à nos risques et périls. La ponctualité, la qualité de celui qui vient à point, est une vertu. Le retard, une faute. Les retards répétés, un motif possible de renvoi. La vitesse est presque toujours un avantage, la lenteur un défaut. De très bonne heure, dès l'enfance, on inculque à l'individu le sens de la ponctualité. Les parents peuvent nourrir leurs tout-petits sur demande sans considération de l'heure, mais il est inévitable que leur propre emploi du temps s'imprime dans la conscience de leurs enfants. Aussitôt que l'enfant comprend le langage parlé, il enregistre des notions telles que l'heure du repas, l'heure du coucher, l'avance et surtout le retard. « Mais dépêche-toi !» Un enfant dont les parents vivent et travaillent l'œil sur la montre ne tarde guère à savoir que le temps est le plus inexorable des instructeurs, au sens militaire du mot. Le temps passe, avec lenteur pour les enfants, mais il passe, il n'attend personne. Il contraint le lambin de se hâter, car ce qu'une personne fait du temps touche toute sa famille. S'il est une notion efficace pour former la conscience d'un enfant, c'est celle d'être en retard, celle de manquer. Parfois les deux notions n'en font qu'une, et l'on voit par là ce qu'il en coûte de ne pas être à l'heure. Manquer un spectacle, manquer un programme de télévision, un avion, un repas, un office religieux, une partie de ballon, une réception. Pour la plupart, les gens manœuvrent avec plusieurs minutes de marge.
S'ils ont un train à prendre, ils se rendent à la gare un peu avant l'heure. De même pour les rendez-vous. Pour une telle marge de tolérance, il suffit de régler sa montre ou son horloge sur la minute annoncée par la radio ou par la télévision. Il serait imprudent de se fier aux horloges de clocher. Elles étaient plus exactes quand la radio n'existait pas, car elles avaient alors une réelle importance. Seules les personnes soucieuses de la plus grande précision veulent savoir l'heure à la seconde près, comme l'annonce le téléphone toutes les 10 secondes, ou toutes les secondes, comme certaines stations de radio, qui ne font plus que cela. Plus rares encore sont les personnes qui possèdent des instruments de précision, montres ou horloges, qui les mettent en état de profiter de ces informations pour suivre aussi près la marche du temps. Il est cependant des usages pour lesquels heures et minutes ne suffisent pas. Les astronomes ont été les premiers à se soucier de mesurer le temps en secondes et même en fractions de secondes, bien avant l'existence d'instruments capables d'opérer ces mesures, et même avant qu'on eût défini pour l'usage courant ces divisions aussi infimes. À partir du XVe siècle, les observateurs se sont servis de la coordonnée temps pour établir la position des corps célestes, et quand les cadrans d'horloge ne pouvaient leur fournir les indications suffisamment précises, ils comptaient les dents des roues en mouvement. Plus larges étaient les roues, et plus petites les dents, plus les divisions étaient fines. Dorénavant, les astronomes allaient demeurer au premier rang de tous ceux qui exigeaient des instruments plus précis et plus exacts. Chose caractéristique, c'est dans les observatoires qu'on allait trouver les régulateurs, les horloges les plus exactes, celles qui servaient de contrôle à toutes les autres. Grâce à l'invention au XVIIe siècle de la pendule horloge, équipée d'un pendule comme oscillateur réglant, on put construire pour la première fois des mécanismes d'horlogerie dont la variation quotidienne était inférieure à la minute. Un siècle plus tard, les horloges d'observatoire pouvaient marcher avec un écart quotidien d'une fraction de seconde, et vers la fin du XIXe siècle, on avait réduit cet écart à un centième de seconde ou moins encore. Dès lors, les horloges étaient assez exactes pour révéler des irrégularités dans les mouvements du corps qui avait toujours été le chronomètre de base et de dernière instance, c'est-à-dire la Terre même. Et puis notre siècle a vu paraître les régulateurs à quartz, suivis des horloges atomiques, grâce auxquelles les savants ne sont plus dépendants des mesures célestes et ont instauré une nouvelle unité fondamentale du temps, la seconde, définie non comme une fraction de la journée ou de l'année, mais comme un grand nombre, plus de 9 milliards, de pulsations ultra rapides de l'atome césium. En passant ainsi de la mécanique céleste à la mécanique quantique, on a remplacé un étalon variable par une constante. Par nécessité, les astronomes continuent de compter en jours et années terrestres. Mais ce ne sont plus des jours ou années uniformes, et il faut désormais les ajuster en y introduisant des secondes intercalaires, comme nous ajoutons un jour dans l'année bissextile, afin de conformer le temps atomique au temps vécu, c'est-à-dire au temps solaire. Le souci premier des astronomes a été de fixer le temps sur de longs intervalles. J'entends par là des heures et des minutes, des jours et des années. Ils peuvent désirer que ces périodes-là soient mesurées avec une grande précision, si nécessaire, à de petites fractions de secondes près. Mais l'important, c'est la continuité de leur observation. Tout épisode céleste chronométré n'est qu'un événement parmi d'autres, et leur travail requiert surtout un instrument qui conserve son exactitude indéfiniment, jour après jour. Nous avons vu que jusqu'à ces derniers temps, cet instrument fut le régulateur d'observatoire, pendule de précision qui gardait l'heure avec un écart de quelques millièmes de seconde par jour, erreur relative de quelques 100 millionièmes, et qu'on devait contrôler par des observations de transit stellaire. Mais ces pendules, par suite du mouvement discontinu de leurs aiguilles, n'affichaient l'heure qu'à la seconde près. Pour des durées inférieures, elles n'étaient d'aucune utilité. Même pour les fractions de minutes, elles laissaient à désirer. Les variations de marche, relativement infimes sur la longue durée, étaient autrement importantes sur les petits intervalles. Ainsi, l'erreur relative d'un régulateur astronomique sur une période de moins d'une minute pouvait dépasser le centième de seconde, ce qui est énorme dans les travaux de précision. Il fallait donc un mécanisme accessoire pour enregistrer la courte durée. Il en est de même dans d'autres domaines. Au médecin qui veut prendre un pouls, au marin qui marque le temps que met le flotteur à filer de proue en poupe, ou les nœuds du loch à filer derrière le vaisseau, à l'éleveur de chevaux de course qui veut connaître la vitesse à laquelle une monture a couru, à tout cela, il faut un instrument d'un genre particulier, connu sous le nom de chronographe.
plus correctement chronoscope, dont la fonction principale ou unique est de mesurer le temps écoulé. Il n'est pas nécessaire que cette montre soit exacte, à longueur de jour, ou qu'en soient éliminées certaines sources d'erreurs qui seraient fatales au fonctionnement d'un régulateur astronomique. En revanche, l'affichage du chronographe doit avancer d'un pas égal et presque continu, par d'aussi petites unités que possible, et l'utilisateur doit être à même de le déclencher et de l'arrêter à volonté, ou d'en enregistrer le résultat au moment voulu. Or, s'agissant de très petites unités de temps, la lenteur des réactions humaines, nerveuses et musculaires, est cause de plus d'erreurs que n'en produit la montre elle-même. Aussi, les chronographes sont souvent reliés à des déclics électriques ou photoélectriques et synchronisés avec une caméra qui enregistre à la fois le mouvement et la durée à une fraction de seconde près. Le monde des sports offre un bon exemple de ce découpage toujours plus fin. Quand Oxford et Cambridge s'affrontèrent en mars 1864, lors de la première rencontre interuniversitaire sur piste, on mesura les temps des coureurs en quarts de seconde. On peut penser que les officiels se servaient de montres battant 14 400 fois à l'heure, régime fréquent dans les montres anglaises de l'époque. Dans les décennies suivantes, on prit pour norme la montre comptant les cinquièmes. Telle était la mesure procurée par un mouvement de train dit rapide, 18 000 battements à l'heure. On considéra longtemps cette unité comme la plus brève qui fût compatible avec les réactions d'un chronométreur humain. Néanmoins, le désir de distinguer parmi les concurrents ne cessait de provoquer les juges à raffiner le minutage. À Stockholm, aux Jeux olympiques de 1912, on expérimenta des compteurs photographiques capables de détailler le dixième de seconde. Puis, à ceux de Paris, en 1924, on présenta des instruments qui descendaient au centième. À quoi bon ? Il est difficile, en dehors des religions instituées, de trouver des conservateurs aussi endurcis que les officiels du sport. Durant des décennies, la Fédération internationale d'athlétisme amateur refusa de reconnaître la validité de ces résultats. C'est l'œil humain qui continuait de distinguer le gagnant, et les lectures électriques plus fines servaient seulement à donner l'ordre des concurrents. On établissait les temps en confrontant des montres tenues en main et en tranchant en faveur du plausible, autrement dit en arrondissant au cinquième suivant. Deux des montres se trouvant d'accord, on pensait tenir là une preuve satisfaisante d'exactitude. Il fallut attendre les Jeux olympiques de Los Angeles en 1932 pour qu'on exprimât les temps en dixièmes de seconde, et ceux de Rome en 1960 pour qu'on abandonnât les montres manuelles et qu'on acceptât comme officiels les résultats des procédés photographiques et électriques. Même alors, on continua de s'en remettre à l'œil humain pour choisir le vainqueur, avec les conséquences prévisibles. Dans le 100 mètres nage libre, messieurs, un Américain arriva le premier, si l'on en croit les chronomètres et les électriques. Mais c'est un Australien qui apparemment attira l'attention des juges et reçut la médaille d'or. Les Américains protestèrent, en vain. S'il faut qu'on se fie à des juges humains, il importe beaucoup qu'ils ne reconnaissent jamais une erreur. Mais ce fut là la dernière fois que l'on toléra pareil contretemps, si l'on me passe le jeu de mots. Aux Jeux olympiques, on avait assez à disputer sur toutes les épreuves qui dépendent entièrement du jugement humain, plongeon, figure de patinage, gymnastique, boxe, etc., pour aller chercher encore la controverse en des domaines où l'on pouvait recourir à la mesure impersonnelle. L'introduction des minuteurs automatiques révéla le préjugé optimiste de l'observation humaine. Les courses chronométrées selon la technique nouvelle étaient invariablement plus lentes que celles mesurées avec des chronographes tenus en main. Il est évident que les juges humains, redoutant de sous-estimer les concurrents et brûlant de prendre leur part d'enthousiasme et de gloire en cas de record battu, avaient tendance à partir prématurément, ou plutôt à marquer trop tôt l'arrivée. Dès lors, on était en présence de deux séries de records, les uns définis montre en main, les autres mesurés automatiquement. Finalement, au fur et à mesure qu'on bat les records et que les temps diminuent, la série ancienne disparaîtra. Une fois accompli ce saut en avant, les autorités sportives semblaient pencher dans l'autre sens et pêcher par leurs ailes chronométriques. Elles y furent poussées sans doute par les concurrents. Les gagnants et les détenteurs de records n'aiment pas partager. On voulait à tout prix éviter les ex-aequo, et on tenait à obtenir un classement même dans les arrivées les plus serrées. Ainsi, on finit par recourir à des unités de mesure de plus en plus infimes. À partir des Jeux olympiques des années 70, on s'est servi des compteurs calibrés en centièmes de seconde et reliés à des enregistreurs automatiques de départ et d'arrivée. C'est alors qu'aux Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid, en 1980, l'inévitable se produisit,
un skieur l'emporta dans une épreuve de près d'1 heure avec seulement 1/100e de seconde d'avance sur le second. L'observateur pourra raisonnablement se demander s'il ne s'agit pas bel et bien d'un ex-aequo. La marge d'erreur, pour 2 fois 2 lectures faites à des heures d'intervalle, peut-elle être inférieure à 1/100e de seconde? Quelle que soit la réponse, le classement à l'arrivée demeura celui du chronomètre, et le triomphe d'un grand athlète fut le deuil de son égal. Depuis, les autorités ont repensé la question et, pour une fois, ont renversé la vapeur. Dorénavant, les épreuves de longue durée seront jugées non pas au 100e de seconde, mais au 10e. Triomphe du bon sens et de l'équité. Bien entendu, les exigences du sport ne sont rien en comparaison des exigences de certaines branches de la science. Le physicien qui cherche à fixer la durée de certains événements subatomiques est dans la même situation que l'astronome du Moyen-Âge qui voyait le sujet étudié se dérober à la prise de ses instruments. Quand on pénètre dans l'univers des particules subatomiques, on laisse loin derrière soi les centièmes et les dixièmes de seconde. On est dans le monde des microsecondes, 10 exposant -6, des nanosecondes, 10 exposant -9, des picosecondes, 10 exposant -12, des femtosecondes, 10 exposant -15. Il s'agit là d'unités, inventées pour les besoins de l'analyse théorique. Les noms ont précédé la mesure. En fait, on peut observer et chronométrer indirectement les phénomènes de très courte durée en mesurant les traces, comme dans une chambre d'ionisation, où l'on peut calibrer la vie des particules transitoires si l'on en connaît la vitesse. Ou on peut les mesurer en convertissant le phénomène étudié en vibration, pulsation, d'un rythme connu, puis en les comptant. On peut même dire que pour le physicien, tout phénomène d'oscillation, s'il est stable, est bel et bien une horloge, et que les meilleurs de ces phénomènes, ceux dont les fréquences sont les plus stables et les plus hautes, sont maintenant les instruments de mesure les plus exacts et les plus précis que la science connaisse. Aujourd'hui donc, si l'on désire la plus extrême précision, on ne mesure plus par des moyens conventionnels des quantités comme le voltage, la masse, la force magnétique. On les réduit à une fréquence déterminée, puis on les calibre. Toutes ces possibilités extraordinaires de suivre et de mesurer le temps à long ou court intervalle, qui envahissent et conditionnent tous les aspects de notre vie et de notre travail, remontent à l'invention de l'horloge mécanique, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Ce fut là l'une des grandes inventions de l'histoire de l'humanité. Elle ne se compare peut-être pas à celle du feu et de la roue, mais elle est du même ordre que celle de l'imprimerie, vu ses conséquences révolutionnaires en ce qui touche aux valeurs culturelles, aux changements techniques, à l'organisation politique et sociale et à la personnalité. Qu'est-ce qui la rend si importante ? Après tout, l'homme connaissait et utilisait depuis longtemps d'autres sortes d'instruments de mesure de temps, cadrans solaires, horloges hydrauliques à feu, à sable, les sabliers, dont certains étaient au moins aussi exacts que les premières horloges mécaniques. En quoi réside donc la nouveauté ? Et pourquoi cet appareil prit-il beaucoup plus d'importance que ses prédécesseurs ? La réponse, en termes brefs, réside dans l'énorme potentiel technologique et culturel de l'horloge mécanique. On comprend mieux ses possibilités en la comparant à la clepsydre, qui, elle, est contrainte à l'immobilité par les servitudes de la pesanteur. Tout changement de position perturberait le taux d'écoulement. Et par les exigences de la taille, la durée de marche est fonction du volume du réservoir. En revanche, l'horloge mécanique est miniaturisable, et une fois libérée de ses poids moteurs, en leur substituant par exemple un ressort à spirale, elle devint indépendante, ainsi virtuellement transportable dans la maison et portative sur soi. L'horloge de petit format qui en résulta, domestique ou personnelle, avait une toute autre qualité et signification que les mécanismes publics et monumentaux. La possibilité d'un usage à la fois privé et universel jeta les bases d'une discipline du temps, par opposition à l'obéissance au temps. On peut utiliser des signaux publics pour appeler les gens à telle manifestation ou activité, nous aurons à le voir, mais ce n'est pas là ce qu'on appelle ponctualité. La ponctualité vient de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est l'horloge mécanique qui a rendu possible, pour le meilleur et pour le pire, une civilisation attentive au temps, donc à la productivité et à la performance. Une bonne partie de l'essai qui va suivre sera consacrée à explorer ces questions. Mais ce que je voudrais faire ici en matière de préliminaire, c'est clarifier le caractère technique de cette innovation, faute de quoi le reste est incompréhensible. 1. L'horloge mécanique était entraînée par un poids.
Voilà qui la rendait, à la différence de l'horloge à eau, insensible au froid, ce qui n'était pas peu de choses sur les climats du Nord et qui lui permettait de fonctionner, à la différence du cadran solaire, même la nuit et par temps couvert. Immense avantage dans une région où il n'était pas rare qu'on demeurât des semaines sans voir le soleil. Il est vrai qu'on s'était déjà servi de poids moteur dans des dispositifs d'horlogerie, notamment pour entraîner des appareils accessoires tels que les mécanismes de sonnerie, mais c'était la première fois qu'on s'en servait pour actionner l'horloge elle-même, où leur force constante était une condition nécessaire, mais non point suffisante, d'une marche égale. 2. L'horloge mécanique transmettait l'énergie de la descente du ou des poids au moyen d'un train d'engrenage, roue et pignon, que les générations suivantes allaient appeler mouvement d'horlogerie, clockwork. Ces trains étaient déjà connus des anciens et on les employait à l'occasion au Moyen-Âge pour la sonnerie des horloges à eau, nous verrons cela plus loin. Désormais, pour la première fois, le chronométrage lui-même se trouva effectué par le mouvement des rouages. Grâce au train d'engrenage, il fut possible de coupler étroitement la source de puissance motrice avec le reste, ce qui permettait de transmettre plus efficacement l'énergie et de traduire avec plus de précision les mesures du temps en indices horaires. 3. Tout cela, bien entendu, n'était pas grand-chose sans le mécanisme de mesure lui-même. La voilà la grande invention. L'emploi d'un mouvement d'oscillation, de va-et-vient continu, pour suivre l'écoulement du temps. On aurait pu s'attendre à quelque chose de très différent. Le temps est continu, égal et unidirectionnel. La meilleure façon de le mesurer n'est-elle pas de se servir de quelque autre phénomène continu, égal et unidirectionnel? C'est bien ce que font l'horloge hydraulique ou l'horloge solaire, et c'est ainsi que raisonnaient les horlogers chinois il y a 900 ans. À cette époque, les horloges hydrauliques chinoises étaient probablement ce qu'il y avait de plus perfectionné, et il était conforme à la logique, aux yeux de leurs constructeurs, que leur fonctionnement dériva de leur nature même. Extrait d'une requête de 1094 composée par Su Tsong, fonctionnaire et lettré à la cour de l'empereur Chengzong de la dynastie des Song du Nord. Je cite. Sous les dynasties passées, il y a eu bien des systèmes et des projets d'instruments astronomiques et qui tous se distinguaient les uns des autres par quelques détails. Mais le principe d'employer la force de l'eau pour le mécanisme d'entraînement a toujours été le même. Les cieux se meuvent sans aucune cesse, mais de même l'eau coule et chute. Ainsi donc, si l'on fait couler de l'eau avec une égalité parfaite, la comparaison des mouvements rotatifs, des cieux et de la machine, ne fait apparaître ni discordance ni contradiction. Car ce qui n'a pas de repos suit ce qui n'a pas de cesse. Fin de la citation. Or, s'il existe des objets qui se meuvent à une allure égale et continue, il n'a jamais été possible de leur conserver la régularité nécessaire pour suivre la marche du temps. En revanche, il s'est révélé que le secret, pour conserver une allure stable, c'était de recourir à un phénomène de battement régulier qu'on pourrait compter, chiffrer. C'est là le principe numérique, et c'est l'horlogerie, je crois, qui l'appliqua la première. Aujourd'hui, il domine les techniques de pointe. Toutes choses égales d'ailleurs, plus le battement de l'oscillateur est rapide, plus haute la fréquence, plus les unités sont petites, mieux elles se prêtent à la précision et à l'exactitude. Les battements des toutes premières horloges, vers 1300, duraient plusieurs secondes. 500 ans plus tard, le chronomètre de marine donnait 2 battements à la seconde ou 5 toutes les 2 secondes. De nos jours, les montres de précision comprennent un cristal de quartz qui vibre 100 000 fois par seconde et même plus. Et dans les plus exacts de tous les garde-temps, les horloges atomiques des observatoires nationaux, les oscillateurs à cristal de quartz ont des fréquences de quelque 2,5 MHz. 1 MHz égale 1 million de cycles par seconde, asservis par des résonateurs à jet atomique de césium vibrant, comme nous avons vu, à 9 192 631 770 cycles par seconde. Tout cela se trouvait préfiguré dans la première horloge mécanique. Tous les garde-temps modernes, quelle qu'en soit la construction, sont fondés sur le même principe oscillatoire et numérique. Assurément, le constructeur de cette première horloge mécanique n'avait nulle idée de ce qu'il venait de fabriquer là. Mais tel est souvent le cas en fait de progrès techniques. À la graine, on ne saurait deviner la plante. Dans l'horloge mécanique, telle qu'on l'inventa au Moyen-Âge, le mécanisme oscillatoire était combiné avec la partie du mécanisme connue sous le nom d'échappement. Or, fonctionnellement, il s'agit de 2 choses différentes. Le dispositif oscillatoire fixe les moments qui passent.
Il établit ce que les Allemands appellent un Zeitnormal, un étalon de fréquence. Et c'est ainsi que nous l'appelons un contrôleur ou régulateur. Il bat le temps. L'échappement, proprement dit, compte les battements, pulsations, en bloquant et en lâchant le train de roues à un rythme dicté par le régulateur. Il le fait de telle façon que les roues tournent à des distances égales, distances angulaires, dans des intervalles égaux et qu'avancent à la vitesse appropriée les aiguilles ou autres indicateurs de l'heure qui passe. Pour le physicien d'aujourd'hui, la fréquence est tout. Le comptage est un problème banal dont les techniciens peuvent se charger. Or, on pécherait par anachronisme si l'on appliquait ce jugement condescendant aux inventeurs en horlogerie du Moyen-Âge. Leurs tâches et leurs problèmes étaient d'un autre ordre. Je voudrais essayer de reconstituer hypothétiquement la gamme des possibilités qui s'offraient aux mécaniciens de cette ère en éclairant l'importance de la solution qu'ils ont trouvée. Leur tâche consistait à construire une machine qui pût se mouvoir à une vitesse stable. Problème tout nouveau. Tant que le garde-temps était une clepsydre ou horloge hydraulique, c'est-à-dire un vaisseau qui reçoit ou qui rend de l'eau par un écoulement égal, on pouvait se passer de machinerie en lisant directement l'heure sur une échelle des hauteurs d'eau. Ou bien, si l'on voulait actionner des roues, l'on pouvait y employer un flotteur et une tige dentée qui communiquaient la poussée des eaux montant à un engrenage. Cette dernière méthode remontait à l'Antiquité et s'appliquait tant en Europe qu'en Asie. Sa principale limite, en mettant à part les problèmes posés par les basses températures, était sa faiblesse physique. Pour des raisons diverses, dont nous n'avons pas à nous occuper ici, cet appareil ne pouvait entraîner des mécanismes lourds. Une solution à ce problème fut de combiner la force de la pesanteur avec l'avantage mécanique de la roue. Des godets placés à l'extrémité des rayons de la roue s'emplissaient tour à tour de l'eau qui s'écoulait dans la clepsydre. Le godet, ayant atteint un poids suffisant, déclenchait une détente qui permettait à la roue de se déplacer, donc de faire tourner un arbre de transmission et d'amener un nouveau godet en position de remplissage. Si la capacité des godets et le diamètre de la roue étaient suffisants, un tel système pouvait fort bien mouvoir des engrenages très lourds. Il s'agit là apparemment d'un appareil inventé en Chine, où l'on s'en servait pour mouvoir certains mécanismes d'une grande complication. On croit aussi que le monde islamique l'a connu, bien que nous n'ayons aucune allusion explicite à ses applications. Il ne semble pas qu'on l'ait utilisé en Europe. En revanche, les Européens, en passant au mouvement à poids, transformèrent les conditions du problème dans le contexte de leur propre technologie. Désormais, il ne s'agissait plus de faire avancer l'affichage ou le mécanisme par écoulement continu ou par poussée de flotteur, mais de le retenir. La raison en est simple. Une force non compensée, appliquée continuellement, produit une accélération. Et les poids, si rien ne s'oppose à leur descente, entraîneront l'engrenage toujours plus vite jusqu'au moment où ils toucheront le sol. Ce que l'on recherchait donc, c'était un dispositif de retardement, capable de freiner le mouvement d'une roue tournante de façon qu'elle accomplisse une rotation en 24 heures. On a beaucoup cité ces mots de Robertus Anglicus, écrits en 1271. Les horlogers essaient de fabriquer une roue qui tournera exactement selon le mouvement du cercle équinoxial. À cette fin, les horlogers de l'époque essayèrent deux systèmes. Les dispositifs de freinage d'un côté, de blocage-déblocage de l'autre. Parmi les premiers se trouvait une roue chargée de mercure décrite dans le Libros del Saber dell'Astronomia, préparé par le roi Alphonse X de Castille en 1276. Une roue en forme de tambour, divisée en compartiments segmentaires et partiellement emplis de mercure, était entraînée par un poids. Le mercure, coulant d'un compartiment à l'autre tandis que la roue tournait, aurait agi par inertie pour diminuer la vitesse de rotation. Il ne subsiste aucune évidence de l'efficacité ni même de l'existence de pareille horloge, et à mon avis, il n'y a pas de raison de croire qu'un dispositif de freinage à inertie ou autre ait jamais bien fonctionné. Même en l'état présent des techniques, il demeure très difficile d'assurer des effets de freinage stables à longueur de temps. Les artisans du Moyen-Âge ont dû trouver la chose impraticable. Ce sont les mécanismes de blocage-déblocage, d'arrêt-départ qui se révélèrent les plus efficaces, fiables et exacts, et donc qui finirent par dominer. Ces mécanismes, dont nous connaissons deux espèces, comptent parmi les inventions les plus ingénieuses de l'histoire. Ils sont sans précédent, et susceptibles qu'ils sont de réunir plusieurs fonctions critiques, ils attestent soit une faculté de conception peu commune, soit une chance extraordinaire. D'abord, ils découpaient le temps en battements ou pulsations distincts, ce qui permettait de compter les moments qui passaient et d'en traduire le compte en unités de temps. Ensuite, en bloquant et lâchant le train, ils transmettaient ce compte aux indicateurs visuels ou auditifs.
aiguille, cadran, personnage mobile, cloche. En même temps, cette alternance de blocage et de libération servait à conserver et à régulariser le débit de l'énergie accumulée dans le premier moteur, poids ou ressort. Finalement, ces mécanismes transmettaient au régulateur, le dispositif garde-temps, par impulsions successives, une petite part de l'énergie du train et entretenaient ainsi ses oscillations. Les multiplicités des fonctions entraînaient une variété de nomenclatures. Les Anglais, les Français, les Italiens et les Espagnols appelaient ce mécanisme espacement, échappement, scappamento, escape, mettant ainsi l'accent sur l'aspect arrêt-départ. Les Allemands l'appelaient Hemmung, c'est-à-dire freinage ou entrave. Cette différence de sens et d'aspect privilégié ne soulève d'ordinaire aucune difficulté. Le nom de la rose, tant que c'est une rose. Mais l'ennui survient quand on recourt improprement à l'un ou à l'autre terme. Quand par exemple on décrit comme échappement le dispositif à inertie par écoulement de mercure de Libros-Del-Saber, ou quand le même terme s'applique à des espèces très différentes de mécanismes, tels que d'une part l'échappement chinois, intermittent, et d'autre part l'échappement européen à oscillation. Nous examinerons plus en détail ci-dessous les conséquences de cette confusion. Encore un point de nomenclature. L'élément garde-temps de l'horloge mécanique primitive était à la fois régulateur et échappement. L'un et l'autre étaient liés et centre-influencés, centre-commandés, et l'on peut comprendre que le terme d'échappement se soit appliqué à l'ensemble du dispositif. Néanmoins, il en est résulté un grave malentendu sur la nature et sur l'importance de la nouvelle machine. Contrairement à ce qu'on en lit dans presque toute la littérature sur le sujet, l'exploit du génie inconnu qui bâtit la première horloge mécanique, ce ne fut pas tellement de recourir à un échappement, c'était déjà fort important, que de se servir d'un mouvement oscillatoire pour diviser le temps en périodes dénombrables. Là était la grande invention. Là se trouvait le cœur de l'horloge. Rien de ce qu'on a pu faire ailleurs ne peut lui être comparé. L'histoire qui va suivre est divisée en 3 parties. La première pose une question. Comment et pourquoi une invention aussi féconde s'est-elle faite en Europe et pourquoi est-elle restée un monopole européen pendant 500 ans? À considérer la carte des techniques, on dirait que toutes les chances étaient de l'autre côté. Au Moyen Âge, l'Europe n'était pas en tête du progrès scientifique et industriel comme elle devait l'être plus tard. En horlogerie spécifiquement, elle venait loin derrière la Chine et l'islam. L'invention de l'horloge mécanique fut l'un des pas en avant décisifs qui changèrent l'Europe, avant-poste vulnérable et agressé de la civilisation méditerranéenne, en un agresseur hégémonique. La mesure du temps fut à la fois signe de créativité toute nouvelle et agent catalyseur dans l'emploi du savoir au service de la richesse et du pouvoir. Ainsi donc, la première partie est avant tout un exercice d'histoire culturelle, une étude des valeurs comparées et de leur influence en fait d'action sociale. La deuxième partie est un essai d'histoire des sciences et des techniques. Elle raconte comment l'horloge médiévale, instrument encombrant et grossier, appareil de mesure peu fiable, s'est améliorée pour devenir un garde-temps de faible volume, portatif, exact et sûr. Il a fallu 500 ans pour passer des horloges de clocher aux chronomètres de marine et aux montres de précision, du temps public au temps privé, des cadrans à aiguilles aux cadrans à 3 aiguilles. Pour accomplir ces conquêtes, se mirent en campagne les plus excellents artisans et les plus grands savants de l'Europe. Nulle autre initiative en sciences appliquées n'a jamais fait appel à autant d'intelligence et de talent. Et ce n'est pas sans raison. Non seulement le commerce et la navigation dépendaient en grande partie d'une exacte mesure du temps, mais l'entreprise scientifique y était elle aussi subordonnée de plus en plus. Tout calcul de processus, de changement et de mouvement exigeait au dénominateur une juste mesure du temps. La troisième partie, qui est la plus longue, est consacrée à ceux qui ont fait les horloges et les montres, et à leur œuvre. C'est là un exercice d'histoire économique, une revue des techniques de manufacture et des modes de production qui se sont succédés. Histoire passionnante, d'autant plus intéressante que nous pouvons la suivre du début jusqu'à la fin. L'horloge-montre mécanique, après quelques 7 siècles de domination, cède à présent la place à des garde-temps électroniques dont le régulateur est un cristal de quartz. On fabrique encore chaque année des dizaines de millions de montres ou horloges mécaniques qui sont toujours pratiques et qui ont même leurs fanatiques. Mais la montre à quartz est un instrument supérieur, et pour la précision et pour le prix, elle va finir par l'emporter. Nous avons ainsi l'occasion, fort rare, d'étudier la naissance, la maturité et l'obsolescence d'une grande branche d'industrie manufacturière. Chose surprenante, c'est une histoire négligée des spécialistes.
On peut compter sur les 10 doigts les livres qui traitent du sujet au titre de l'histoire économique. Silence d'autant plus regrettable que cette branche a été importante non seulement en soi et pour soi, mais aussi pour l'influence exercée sur les autres branches industrielles. Pour ce qui est de façonner le caractère de la vie et du travail, on ne voit pas beaucoup d'objets qui aient joué un rôle aussi critique que celui des horloges et des montres. Et il n'est aucune branche de la production qui ait fait autant que ce berceau des arts mécaniques, pour enseigner aux autres branches l'usage des outils et des machines et les avantages de la division du travail. Au surplus, c'est là une branche de l'industrie qui diffère de presque toutes les autres en ce qu'elle n'est guère assujettie aux contraintes d'emplacement. Les raisons en sont évidentes. D'abord, les matières premières employées en horlogerie représentent une petite fraction du coût total, donc nul besoin de se placer près des sources. Ensuite, les opérations même de fabrication réclament peu d'énergie, donc nul besoin de voisiner avec le charbon ou avec les chutes hydroélectriques. Enfin, le produit final est léger, il se transporte aisément et relativement à peu de frais, donc nul besoin de se placer près du marché. En bref, on peut faire des horloges et des montres en tout lieu, pourvu que l'on puisse y trouver des mains expertes guidées par des techniciens ingénieux et des dessinateurs doués. Aussi, cette branche est-elle un merveilleux laboratoire pour l'étude du facteur humain, l'entrepreneur, la main-d'œuvre dans la réussite industrielle. Dans l'histoire plus générale du développement économique, c'est là un aspect que bien des économistes et historiens de l'économie ont été peu disposés à reconnaître. Raison de plus pour lui accorder une attention considérable dans les circonstances où il a pris une importance particulière.